comment est-ce qu'une nation peut naître comme ça des cendres de la défaite et de la guerre civile? Eh bien, c'est toute l'histoire, assez incroyable, de la Troisième République française. Un régime qui n'aurait jamais dû voir le jour, né dans des conditions terribles, mais qui, au final, a façonné la France qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il faut s'imaginer la scène. On est en 1870. La France est en train de perdre une guerre, mais une vraie débâcle contre la Prusse. L'empereur, Napoléon III, est fait prisonnier. C'est le chaos le plus total. Et là, au milieu de tout ça, à Paris, la République est proclamée. Un peu à l'arrache, presque par accident, sur les marches de l'Hôtel de Ville. Et c'est la question qui va nous guider. Comment cette République, née dans la défaite, déchirée par les conflits, a-t-elle pu non seulement survivre, mais carrément refaçonner la France? Parce que, franchement, personne n'y croyait. C'était censé être une solution temporaire, et pourtant, elle a tenu 70 ans. Allez, c'est parti. On va d'abord voir sa naissance, un vrai chaos, puis la guerre civile qui a failli tout emporter, et enfin, on verra comment elle s'est construite, brique par brique, avec l'école, les lois et bien sûr les symboles. Juste quelques dates pour se repérer. 1870, la proclamation. 1871, la Commune de Paris, un moment clé. Les années 80, c'est là que tout se met en place avec les grandes lois. Et 1905, la fameuse séparation des églises et de l'État. Bon, on commence par le début. Et le début, c'est une double crise. D'un côté, la guerre contre la Prusse, de l'autre, le siège terrible de Paris. Le siège de Paris, c'est quelque chose de terrible. On est pendant l'hiver 1870-1871, il n'y a plus rien à manger. Rien. À tel point que les Parisiens, pour survivre, mangent des chats, des chiens, des rats et même les animaux du jardin des plantes. C'est dans cette ambiance de famine totale que le nouveau régime doit essayer de s'imposer. Finalement, en janvier 1871, la France capitule. Et c'est une humiliation terrible. Le pays perd 2 de ses territoires, l'Alsace et la Lorraine. C'est une blessure qui va rester ouverte pendant des dizaines d'années. Et voilà comment naît cette République, dans la défaite et l'humiliation. Alors, on pourrait croire que le pire est passé. Mais non, la guerre contre l'ennemi extérieur est finie, mais une autre commence, à l'intérieur. Une guerre civile, entre Paris et le reste de la France. Le truc, c'est que les nouvelles élections nationales ont donné une majorité de royalistes, des gens qui veulent un roi. Pour Paris, qui est une ville très républicaine, c'est inacceptable. Les Parisiens ont peur que leur République, à peine née, soit déjà trahie. Du coup, en mars 1871, ils se révoltent et créent leur propre gouvernement, la Commune de Paris. Et voilà l'esprit de la Commune. On voit des figures incroyables comme Louise Michel, une institutrice devenue une icône de cette révolution. Et puis, il y a les barricades, partout dans les rues. C'est vraiment le symbole de cette résistance du peuple de Paris contre le gouvernement de Versailles. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils voulaient à ces communards ? Eh bien, leur déclaration est très claire. Ils voulaient, je cite, « la reconnaissance et la consolidation de la République ». Mais attention, pas n'importe laquelle. Une République vraiment démocratique, sociale, avec une grande autonomie pour chaque ville, la séparation de l'Église et de l'État, l'école gratuite et laïque. Un programme ultra moderne pour l'époque. La réaction du gouvernement va être d'une violence inimaginable. Fin mai 1871, l'armée entre dans Paris et c'est un massacre. On appelle ça la semaine sanglante. Le chiffre fait froid dans le dos. Environ 30 000 personnes sont tuées. 30 000. Cette république est donc née, littéralement, dans un bain de sang. Alors comment on fait pour construire un pays après un tel désastre? Après une guerre perdue et une guerre civile? Eh bien, la République va avoir une idée de génie. Sa stratégie? Conquérir les cœurs et les esprits. Et son arme principale pour ça va être l'école. Et l'architecte de tout ça, c'est lui, Jules Ferry. Il est ministre de l'Instruction publique. Regardez bien cette image. Ce qui est écrit au tableau, ça résume tout. Le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. Pour Ferry, c'est simple. Pour que la République tienne, il faut fabriquer des républicains. Et ça se passe sur les bancs de l'école. Et donc, au début des années 1880, il va faire voter des lois qui changent tout. L'école primaire devient 3 choses. Gratuite, fini l'école réservée aux riches. Laïque, on y enseigne la raison, pas la religion. Et obligatoire, pour tout le monde, garçons et filles. C'est une révolution qui sort les enfants des usines pour les mettre en classe. Et ce mot laïque, il est super important. La laïcité, ça ne veut pas dire être contre les religions. Pas du tout. Ça veut dire que l'État, et donc l'école, est neutre. La religion, c'est une affaire privée. L'école, elle, devient un espace de neutralité pour que tout le monde puisse y apprendre ensemble. Et c'est ce principe qui va mener en 1905 à la grande loi de séparation des églises et de l'État. L'école, c'est donc le premier grand pilier. Mais il en faut d'autres pour bâtir une société démocratique. Et ces autres piliers, ce sont les grandes lois, sur les libertés. Dans ces mêmes années 1880,
tout s'accélère. Une série de lois fondamentales sont votées. La liberté de la presse, on peut écrire ce qu'on veut. La liberté de réunion, on peut se rassembler. La liberté d'association, ce qui va permettre par exemple de créer des syndicats. Bref, la France devient, pour de bon, une démocratie moderne. Bon, il y a quand même une énorme limite à cette démocratie. Le droit de vote est dit universel, mais c'est un universel masculin. Les femmes, elles, sont totalement exclues. Il faudra attendre 1944 pour qu'elles obtiennent enfin le droit de vote en France. Ok, on a donc des lois, on a des écoles, mais ça ne suffit pas pour faire une nation. Il manque le ciment, ce qui unit les gens. Et pour ça, la République va se doter de symboles forts, une sorte d'identité commune. Alors la République va se donner un visage, ce sera Marianne. Un drapeau, le bleu, blanc, rouge, une devise que tout le monde connaît, liberté, égalité, fraternité, et un hymne, la Marseillaise. Tous ces symboles ne sortent pas de nulle part, ils viennent de la Révolution française et ils ont un but, que tout le monde se reconnaisse dans la République. Et pour couronner le tout, en 1880, on crée une fête nationale, le 14 juillet. C'est une date super symbolique. Elle rappelle bien sûr la prise de la Bastille en 1789, mais aussi un grand moment d'unité en 1790. C'est vraiment la touche finale de cette construction d'une identité républicaine. Et voilà, en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, le pari est réussi. Ce régime, qui était né dans le chaos, qui n'aurait pas dû tenir une semaine, est maintenant solidement ancré. La République a réussi à unir une nation qui était complètement divisée. Et c'est ça qui est fascinant. Tout cet héritage de la Troisième République, la laïcité, l'école publique, les libertés, tout ça c'est encore au cœur des plus grands débats en France aujourd'hui. Finalement, la vraie question, c'est de savoir comment ces idées, qui ont 150 ans, continuent de définir la France du XXIe siècle avec tous ces défis.